La tribune est ainsi faite que vous pouvez rester, bien sûr, hein, ou en tout cas prendre tout votre. Voilà, je vous ai déjà salué. Professeur et poète. Voilà, monsieur Gilles Pépien qui va se présenter mieux si le juge nécessaire. Hein. Inspecteur général donc au ministère de l'écologie, du développement, dont vous avez commencé à l'entendre parler tout à l'heure, dont nous parlerons encore demain matin et que nous remercions infiniment au passage. Je vous laisse annoncer peut-être vous-même votre titre. Oui, je vous remercie. Mais avant de m'annoncer moi-même, j'ai envie de faire le lien avec le professeur en rappelant simplement que en 2002, quand le gouvernement a voulu lancer la réflexion sur une charte de l'environnement pour l'intégrer dans la Constitution, il a fallu trouver un logo. Et tout naturellement, on a fait un logo qui était un arbre se transformant en homme, permettant de faire le lien entre les racines. Et ce logo avait tellement plu que finalement il est resté celui du ministère de l'écologie jusqu'en 2006, date à laquelle il fut fusionné, pour ne pas dire absorbé, par le ministère de l'équipement pour en faire le ministère du développement durable, auquel j'appartiens aujourd'hui comme inspecteur général, après avoir fait une petite carrière d'une quinzaine d'années dans ce monde de l'environnement en France ou à l'international. Je voudrais évoquer très rapidement avec vous le lien justement entre le mot scientifique qu'il y a derrière l'arbre, la biodiversité, et un mot tout aussi important aujourd'hui pour l'homme, sa santé. Alors, voilà, je vais essayer. C'est dommage que je n'arrive pas à trouver le moyen de faire passer le diaporama, donc on va faire ça de manière artisanale. Tout d'abord, pour vous indiquer que la question est plus que d'actualité, puisqu'il y a eu une réunion internationale que je vais évoquer, toute récente, qui a abordé cette question. Tout d'abord, depuis environ une dizaine d'années, au niveau mondial, a émergé un concept nouveau qui est de considérer qu'il n'y a qu'une santé pour un seul monde. Derrière cela, il y a l'idée que la santé animale, la santé végétale, la santé des écosystèmes, la santé des humains, c'est un seul et même sujet. Et ce concept est porté fortement par l'ONU et un certain nombre d'organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation pour l'alimentation, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE. Et un ouvrage a marqué un peu le départ, c'était le premier sur le sujet qui est sorti en 2008 sous l'égide de l'ONU, Sustaining Life. C'était la première somme rassemblant un certain nombre de recherches sur cette thématique au niveau international. Et en ce moment même s'achève un rapport qui a été lancé à la fois par l'OMS, la FAO et la Conférence pour la défense de la biodiversité sur l'état des connaissances, sur les liens justement entre santé et biodiversité. Ce rapport ayant eu un impact immédiat puisque 193 pays, dont la France, se sont engagés lors de la récente conférence des parties, la 12e conférence des parties de la Conférence pour la défense de la biodiversité qui s'est tenue du 6 au 17 octobre en Corée, sur une décision dont l'un des points essentiels, c'est que les pays s'engagent notamment à intégrer dans les politiques de santé la biodiversité et dans les politiques de biodiversité la santé, et incite fortement les États et s'engage eux-mêmes à engager des recherches pluridisciplinaires, interdisciplinaires sur le sujet. Donc un engagement international, valant engagement pour la France et valant cadre pour et officialisation du propos que je vais évoquer maintenant. Tout récemment encore, il y a tout bêtement une dizaine de jours, quinzaine de jours, les 27 et 28 octobre, s'est tenu à Lyon, à l'école vétérinaire, un colloque sur ce thème, notre santé dépend-elle de la biodiversité? Et le point dans la forme qui me paraît important et qui rejoint, je le comprends, vos travaux ici, c'était celui de réunir des acteurs, des professionnels de métiers totalement différents qui ne se rendaient pas compte qu'ils travaillaient sur le même sujet. Des médecins, nous avions notamment des spécialistes de l'antibiorésistance, des spécialistes de l'Institut Pasteur, de différents CHU, des vétérinaires, des écologues, on avait quelques philosophes, des sociologues,
et un certain nombre d'acteurs, et il s'était appuyé notamment sur un ouvrage collectif qui a été publié l'année dernière sur ce sujet, Notre santé et la biodiversité. Donc vous voyez que cette question du lien entre, d'une manière plus générale, la nature et la santé est une question qui réémerge de manière peut-être plus institutionnelle, mais qui se traduit de manière concrète, comme je vais vous l'évoquer. Quelques mots quand même pour revenir sur ce qu'on entend par ce mot biodiversité, qui est très récent, puisqu'il est né d'un néologisme américain en 1986, qui n'est pas si vieux. Une définition rapide, simplement pour dire que la biodiversité, c'est ce qui, sur toute la Terre, est l'ensemble de la diversité des êtres et surtout des associations d'êtres, j'y reviendrai, qui y vivent, y compris nous. Et j'insiste sur ce point, nous allons y revenir, et de leurs interrelations. Ceci étant considéré comme une entité en évolution continuelle et qui a un certain nombre de fonctions, c'est ce qu'on évoque quand on évoque la notion de service écosystémique. Mais pour être plus simple, la biodiversité, c'est tout simplement le vivant et son fonctionnement. Et j'insiste sur son fonctionnement. Avec un autre élément, nous en faisons partie. On n'est pas dans un espace interstellaire sur Sirius, comme disait un auteur du Monde il y a une quarantaine d'années. Nous sommes là. Nous sommes complètement insérés. Et j'y reviendrai plus en détail, et c'est un point essentiel. Quelques mots quand même. Habituellement, quand on parle de biodiversité, on parle de diversité entre les espèces. On se focalise en général sur les vertébrés qu'on connaît bien, sur les plantes. Tout ceci n'est pas grand-chose. Le vivant est beaucoup plus important. Je vous montre ici l'importance, par exemple, sur les 10 à 15 millions d'espèces connues ou supposées sur notre Terre. Il y en a au moins plus de la moitié qui sont des insectes. Mais ceci n'est qu'un tout petit élément de l'iceberg. N'oublions pas les êtres unicellulaires. Alors là, même si la notion d'espèce est un peu différente que celle des êtres pluricellulaires, on est face à un nombre d'espèces incalculable, nombre d'individus incalculable, et c'est un champ qu'on oublie un peu trop souvent quand on est écologue, et peut-être qu'on considère que c'est l'essentiel quand on est médecin. Ce qui veut dire que la biodiversité, vous le comprenez bien, dépasse justement uniquement cette diversité d'espèces. C'est à la fois la diversité des individus, diversité génétique, la diversité certes des espèces, mais je parlais d'interrelations, par exemple dans une mare, dans une rivière, dans un massif alpin par exemple. Ces interrelations, c'est ce qu'on appelle un écosystème, et donc il y a une diversité des écosystèmes. Tout le monde a bien en tête que le Sahara, c'est pas du tout la même chose que le bocage normand. Ce qui est important, j'évoquais, c'est la notion d'évolution. Darwin, tout le monde l'a en tête, a découvert cette notion d'évolution du vivant en se rendant bien compte qu'il y avait eu des fossiles avec des êtres qui avaient disparu, qu'il y en avait d'autres aujourd'hui, et c'est le schéma que l'on connaît bien de l'homme descendant du singe. Mais il avait un schéma dans la tête qui est aujourd'hui totalement dépassé. Non, l'évolution, ce n'est pas une évolution brutale, comme Lamarck l'avait en tête. C'est pas simplement quelque chose qui n'aboutit pas avec des moutons noirs à 5 pattes. Et c'est pas simplement l'homme. Darwin était un grand spécialiste des pigeons, notamment domestiques, qui la conserve ou l'amplifie par la sélection. Il faut savoir qu'en fait, l'évolution, elle est, on dit fréquente, elle est continuelle. À chaque reproduction, il y a une petite évolution. En général, quasiment neutre. Ce qui fait la différence, c'est justement la mise en perspective par rapport à l'environnement qui va ou non permettre le maintien de telle ou telle espèce. Et cette notion d'évolution fréquente renvoie directement au grand nombre. C'est sur un très grand nombre d'années, un très grand nombre de générations, sur un très grand nombre de populations qu'on peut voir des évolutions. Et je l'évoquais tout à l'heure, les bactéries, les unicellulaires, qui se reproduisent en quelques minutes, on voit bien que dans ce domaine-là, les évolutions vont être très rapides, très importantes. Nous y reviendrons. Alors, quelques messages que je vais évoquer, j'espère rapidement. Premièrement, préserver la biodiversité, c'est aussi protéger la santé humaine. Deuxièmement, il y a des pratiques et politiques de soins qui impactent les milieux et par retour
la santé. Dégrader effectivement ces milieux naturels, c'est in fine attenter à notre santé. Et donc il s'agit de mieux comprendre l'humain et les milieux, ou dans les milieux, pour éventuellement mieux agir. Et vous voyez ressurgir mon tempérament d'administrateur ou de fonctionnaire. Préserver la biodiversité, c'est aussi préserver la santé humaine. Prenons un exemple qui a été mis en évidence par un certain nombre d'écologues, c'est ce qu'on appelle l'effet dilution. C'est le fait que, par exemple, un pathogène ou un parasite a énormément de mal à se répandre s'il est face à une très grande diversité d'espèces ou de milieux. En revanche, si vous avez des concentrations, par exemple un élevage de 100 000 poulets, qui sont tous des clones, il est bien évident que s'il y en a un qui tombe malade, l'ensemble va y passer. Ce qui amène d'ailleurs à des méthodes du ministère de l'Agriculture relativement claires et nettes. S'il y a un seul malade dans un élevage, on abat l'ensemble des animaux concernés. On l'a vu avec la vache folle. Donc l'effet dilution, il a été notamment bien mis en évidence sur un certain nombre de maladies. J'ai en tête le virus du Nil occidental, arrivé dans les années 90 aux États-Unis par avion en Nord d'Israël, où il avait tué 200 personnes, et qui a traversé par le sud des États-Unis pour arriver en Californie en l'espace d'une seule année, parce que dans les grandes prairies, il n'y avait que 2 ou 3 espèces d'oiseaux et que le virus y est parfaitement adapté, alors qu'il a mis 5 à 6 ans par le nord, où là, à travers les forêts du nord, du Canada, les Rocheuses, etc., il se retrouvait avec un très grand nombre d'espèces d'oiseaux, plus ou moins sains et résistants à ce parasite. Donc, la dilution, la biodiversité est utile. On a un autre exemple, c'est la maladie de Lyme, où on a une corrélation parfaitement étudiée entre le nombre de petits individus mammifères porteurs de ce tic et la capacité de se développer et de s'étendre de la maladie de Lyme que porte ce tic. L'autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est donc cette capacité évolutive, cette capacité de s'adapter. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va essayer d'éradiquer tel ou tel pathogène, il va essayer de muter et d'évaluer. Donc il y a ce paradoxe dit de la Reine Rouge, pour le renvoyer évidemment à Alice au Pays des Merveilles, une sorte de course aux armements, et qu'il faut bien comprendre. Et justement, ça va nous aider, ça va aider évidemment la nature à réagir à telle ou telle attaque, mais il faut donc comprendre comment cela peut nous aider, on va y revenir. Les pratiques de soins impactent directement les milieux naturels. Donc là, je vous ai choisi un exemple, qui est celui tout simplement de nos médicaments. Grosso modo, en France, l'industrie pharmaceutique nous met à disposition 170 000 tonnes de médicaments par an, qui sont soit à usage humain, soit à usage vétérinaire. Et tout ceci se répand d'une manière ou d'une autre, soit dans les déchets, puisque 50% en général des médicaments humains ne sont pas utilisés, sont jetés, soit tout simplement parce qu'en les utilisant, on va nous-mêmes les rejeter dans les WC, dans les toilettes, ça va passer dans les stations d'épuration, dans les eaux de surface, dans les eaux souterraines, ce qui va aller ou non dans les sols, surtout quand c'est à usage vétérinaire, et on va retrouver cela tout simplement dans l'eau, dans la nourriture, et ça va nous revenir. Par exemple, on a fait quelques analyses à côté de chez moi à Marseille. Je peux vous assurer que les poissons au large de Marseille ne sont absolument pas, n'ont aucune migraine, vu le taux de paracétamol qu'il y a dans l'archipel du parc national des Calanques. L'autre, alors là, je suis out, donc voilà, tac, j'ai droit à passer à ma autre diapositive. Autre point important, c'est les antibiotiques. Là, avec une conséquence majeure, vous avez un livre qui est sorti pendant notre colloque et que je vous recommande de lire, Les antibiotiques, le naufrage, par le professeur Antoine Andremont. Les antibiotiques, tout simplement, c'est un vrai problème parce qu'on a cru que c'était un miracle, ça pouvait nous aider, mais comme on n'a pas compris justement que ça provoquait, pourtant Ian Fleming l'avait tout de suite vu, que ça provoquait des résistances. Aujourd'hui, on se retrouve avec des montées en puissance des résistances, et pas simplement parce qu'on a fait de l'antibiothérapie lourde dans les hôpitaux, mais parce qu'aujourd'hui, tout simplement, l'usage, par exemple, des antibiotiques dans l'élevage intensif est 10 fois supérieur à celui de l'usage humain, et que la dégradation des milieux provoque des résistances et des résistances aux antibiotiques, et donc les patients arrivent à l'hôpital avec de l'antibiorésistance, ce qui veut dire qu'on ne peut pas les soigner. Ça veut dire, je relisais ça dans le train, des chiffres de l'ordre de 40 000 décès par an, dernier chiffre connu de 2010, en Europe, 25 000 aux États-Unis. On commence à atteindre des niveaux qui sont bien
équivalents à ceux de la mortalité par sécurité routière, par exemple. C'est un vrai sujet et je peux vous assurer qu'un certain nombre de médecins commencent à vraiment s'inquiéter parce que ça veut dire que c'est un retour au 19e quand on ne pouvait pas soigner le choléra, par exemple. Je vais vous donner un exemple qui m'est donné par donc un médecin. Il s'est dit, on a fait quantité de choses pour arriver à limiter les bactéries résistantes. L'hygiène nous a permis de ralentir. Malheureusement, ça remonte. Et ça remonte de manière extrêmement rapide. Un élément, par exemple, qu'on n'avait pas compris, c'est que quand on donne une antibiotique, on ne s'attaque pas simplement au pathogène, à la bactérie pathogène, mais à l'ensemble de l'écosystème interne que nous avons, qui fonctionne comme n'importe quel écosystème. C'est-à-dire qu'on va provoquer des résistances, y compris chez les bactéries saines, et même surtout chez les bactéries saines, et qui elles-mêmes vont pouvoir la transmettre, de par des phénomènes de reproduction croisés, à des bactéries pathogènes. On avait oublié tout simplement que nous fonctionnions, nous en interne, exactement comme fonctionne une mare ou un écosystème quel qu'il soit, avec les mêmes phénomènes d'adaptation et d'évolution. Et je vous donne un exemple qui a été extrêmement intéressant parce que lors d'un colloque, on avait invité, sans s'en rendre compte, des gens travaillant sur les mêmes sujets. L'un était un médecin travaillant sur l'antibiorésistance, l'autre était une écologue travaillant sur la résistance des moustiques dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Et ils aboutissaient aux mêmes conclusions des résistances qu'il y a aujourd'hui qui font qu'on n'arrive pas à éradiquer le paludisme dans le monde. On vous affole avec Ebola et 4000 décès. Sachez que c'est quand même 1 million de morts chaque année, la malaria. Et ils aboutissaient à la même chose, même constat, il faut faire de la sélectivité soit sur les produits insecticides, soit sur les antibiotiques, et il y a aujourd'hui une montée de la résistance qui est du fait non pas de la lutte insecticide ou de la médecine antibiotique, mais tout simplement des usages courants, notamment par l'utilisation exagérée dans l'élevage domestique d'un certain nombre de produits chimiques, ou tout simplement par l'utilisation nous-mêmes des biocides chez nous. Car en utilisant des biocides chez nous, nous fabriquons tout simplement chez nous des résistances. Alors, là, ça me permet d'aborder la dégradation des milieux qui impactent notre santé. Je vous donne un exemple simplement dans un domaine particulier qui est celui des milieux aquatiques, avec ce qu'on appelle la bioconcentration. C'est tout simplement le fait que, du fait des chaînes trophiques, c'est-à-dire des animaux qui mangent des plantes, des animaux qui remangent des animaux, etc., on a peu à peu une concentration d'un certain nombre de nos rejets. Par exemple, là, je vous montre sur nos côtes, dans les estuaires, de tous les produits chimiques que nous donnons. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans les populations humaines, celles dont la teneur dans le sang en métaux lourds et mercure est la plus importante, ce sont les Inuits et les Esquimaux. Tout simplement parce qu'ils mangent quasiment exclusivement du poisson, et notamment des graisses de poisson, et qu'aujourd'hui, dans nos océans, ce sont ceux qui concentrent les résidus que nous avons rejetés. Cette notion de la bioconcentration, du mélange et des cocktails, des petits, ce qu'on appelle les cocktails de faible dose, est un élément important. Donc là, je vous montrais tout simplement l'impact, soit en France, soit au niveau international, sur les estuaires et sur les crustacés, avec des impacts comme la suppression des sexes dans un individu, les malformations, etc. Question bête, si c'est pas bon pour l'huître, est-ce que c'est bon pour l'ostréiculteur, etc. J'évoque sans plus et très rapidement des problèmes qui commencent à être plus que connus, que sont les pesticides agricoles organochlorés, les conservateurs microbiens et les parabènes, les bisphénols A, etc., tous ces perturbateurs endocriniens qui sont tout simplement dangereux parce qu'ils se reconcentrent au fur et à mesure dans votre vie par leur utilisation au travers des milieux qui vous reviennent. Il est donc fondamental de mieux comprendre ces éléments-là. Je vais vous donner des exemples d'erreurs qui ont été faites et qu'il serait temps quand même de commencer à être un peu plus intelligent. Je vais vous raconter 2 petites histoires. Celle de la lutte contre la rage. En 1968, la rage revient en France. Ah non, c'est la panique et décision immédiate, nom de là, on va éradiquer tous les renards parce que c'est eux qui portent la rage. Le résultat a été tout simplement l'accélération de la rage. Tout simplement parce qu'on n'avait pas compris comment fonctionnait ce qu'on appelle l'éthologie du renard. Le renard est un animal à territoire, donc si vous zigouillez un renard sain
tous les territoires autour vont venir se battre, et s'il y a un renard malade dans celui qui vient, il mord tous les autres, et vous fabriquez une dizaine de renards malades d'un coup. Et si en revanche vous tuez un renard malade, ceux qui vont venir vont vérifier qu'il est bien mort. Donc ça, c'est un truc typique. Et donc ils le mordent et ils ramassent la maladie. Et s'il est blessé, il se bat, il meurt. Enfin bon. Nos amis suisses sont peut-être plus lents, mais ils avaient trouvé une autre solution, c'est de se dire, oulala, il n'y a sûrement pas que les renards, il y a peut-être autre chose, des chiens errants, des blaireaux, etc. Et ils ont utilisé quelque chose qu'on avait inventé quelque temps avant, ça s'appelle le vaccin, inventé par un certain Pasteur, que vous connaissez peut-être. Et ils ont tout simplement mis des vaccins dans des boulettes de viande qu'ils ont laissées dans les milieux naturels, et quels que soient les animaux qui l'utilisaient, le prenaient. Exemple de crise ratée dans notre réaction. Je pourrais vous parler de la grippe aviaire. C'est exactement du même type. Où on dit, oulala, mais c'est des oiseaux sauvages et migrateurs, sauf que les migrateurs, ils viennent de l'Afrique pour aller en Suède, et que la grippe aviaire nous arrivait le long du transsibérien de Chine. Donc c'était pas tout à fait la même chose. Et c'était tout simplement les marchés de la volaille. Bon, mais je pourrais continuer sur un certain nombre d'erreurs. Je vais terminer simplement en vous disant, il serait temps qu'on comprenne mieux pour éviter justement ce qui nous arrive, comme le chikungunya à Montpellier depuis 1 mois et demi, comme la dengue en Martinique depuis 1 an, ou tout simplement Ebola, qu'on connaissait depuis 1976, dû totalement à la déforestation, et qu'il a fallu quand même attendre un certain nombre d'années avant de se rendre compte que c'était un élément grave. On aurait pu parler du VIH, même genre de système. Je vais vous donner, pour conclure simplement, une petite histoire très simple, celle de l'ambroisie en Rhône-Alpes. L'ambroisie, c'est une plante envahissante qui est arrivée il y a une 20aine d'années par avion, en venant des États-Unis, en Italie et en France. Et ça s'est traduit tout simplement par la panique au service des urgences de l'hôpital Grange-Blanche au moment de la floraison de la dite plante, avec un afflux de gens arrivant aux urgences, avec des allergies absolument dingues, des asthmes, etc. La réaction évidemment médicale et du ministère de la Santé à l'époque, c'est qu'il faut renforcer pendant cette période-là le nombre d'infirmiers et de médecins, et il faut travailler absolument à avoir des dispositifs d'insensibilisation. Une petite analyse a permis de remarquer que cette sympathique bestiole, au point de vue écologique, à ceci de particulier, elle se développe dans des zones de friche, et elle se développe par bouture. C'est-à-dire que si on en coupe un petit bout, qu'on le met plus loin, ça va repousser. Et une cartographie permettait de voir qu'elle avait ceci de particulier, elle avançait le long des routes départementales et routes nationales. Alors, avait-elle des cartes Michelin ? Une analyse plus fouillée a permis de voir que c'était tout simplement nos cantonniers qui, avec leurs machines à fauchaient, donc créaient des friches le long des bords, puis transportaient les boutures un peu plus loin. Et que l'enjeu était par conséquent de leur apprendre à eux, les cantonniers, quel était le problème, quel était l'enjeu pour la santé humaine, etc. Et aujourd'hui, l'Agence régionale de la santé fait toute une campagne auprès des services des communes et des services des conseils généraux sur la façon d'entretenir les bords des routes. Et l'un des enjeux là est typique. Il s'agit de permettre, au contraire, en fauchant le moins possible, à ce qu'il y ait un couvert végétal le plus important pour que cette plante ne puisse pas se développer. Mais vous voyez, santé, c'était des médecins, acteurs, le monde de l'entretien des routes, et au milieu, une compréhension, les écologues. Ce n'est que si on réunit tout ce monde-là qu'on arrive effectivement à comprendre comment on peut s'en sortir. Donc les voies d'action sont claires. L'interdisciplinarité, c'est ce que vous faites ici, la recherche, le croisement des données, dépasser un certain nombre de concepts qui sont fondés sur des préjugés. L'un des exemples, des concepts les plus erronés que nous connaissions scientifiquement, c'est la notion de barrière d'espèce. Mais c'est vraiment typiquement lié à une philosophie qui considère que l'âme est différente que le corps, que l'homme est différent du reste de la nature. Non, nous en faisons partie. Il n'y a pas de barrière d'espèce. Jusqu'à nouvel ordre, un pathogène ne se balade pas avec des papiers ou pas de papier pour franchir la frontière entre une chauve-souris et un homme. Le bon état écologique des milieux est une notion fondamentale que ne connaissent pas en général les protecteurs de la nature qui s'intéressent à l'inventaire des espèces dans une réserve. Il y a une notion de bon fonctionnement, de bon état, une notion même de socio-écosystème. Il faut comprendre, on l'a évoqué de manière symbolique tout à l'heure, les liens entre les activités humaines, culturelles, économiques, sociales et la nature pour comprendre comment ça fonctionne, comment une zone humide est plus ou moins gérée et comment ou non elle permet de développer la malaria ou pas.
Il faut donc former les professions de la santé à l'écologie évolutive, mais former les écologues aussi aux enjeux de la santé, qui sont des travailleurs et bien sûr les décideurs. Voilà, et je termine sur une photo d'un terroriste notoire, sur que je vous demande de bien faire attention à lui. Merci beaucoup, parfait. Et je suis sûr que vous allez avoir des questions. Il y a également un micro dans la salle qui est prêt à... Voilà. C'est bien, ils ont tout compris, donc c'est génial. Monsieur, je vous en prie. Vous avez évoqué l'Institut Pasteur et la tuberculose. La tuberculose est une maladie qui recommence et j'ai l'âge où je me souviens qu'aux enfants malades, chez le professeur Robert Debray, il y avait des méningites tuberculeuses et il était très heureux puisqu'il y avait un tiers qui guérissait, un tiers qui mourait, un tiers qui était sourd du fait de la streptomycine. Et un jour, il voit monsieur Walgreen, qui est de Söderåset à Stockholm, et il lui demande qu'est-ce qui est les résultats en Suède. Il n'y avait plus de tuberculose méningée. Pourquoi ? Parce que 1938, en Suède, on avait fait le BCG, et chez nous, du fait des incidents de Lübeck, on n'avait pas encore fait le BCG, et le résultat était un tiers de guérison, et il n'y avait plus de tuberculose méningée en Suède. C'est pas une question, c'est un excellent constat. C'est bien. C'est pas une question, Monique Lematch. Et dire qu'on a une chance, c'est que les antibiotiques, finalement, n'ont jamais rien donné contre les bactéries phytopathogènes. Ce qui est une chance, parce qu'à l'époque, ça aurait été catastrophique si nous avions réussi. Et nous n'avons pas réussi, puisque les plantes les ont toujours détestées. Donc, on ne les a jamais traitées par les antibiotiques. Et donc, on a au moins cette source-là qui reste bonne. Oui, sauf qu'on utilise un certain nombre d'autres produits contre les plantes qui nous reviennent. C'est pas d'aujourd'hui qu'on sait les difficultés que je viens d'évoquer. Le premier livre qui a commencé à alerter concernant les plantes, c'est le livre de Rachel Carson, Le printemps silencieux. Et je n'ai évoqué que les résistances aux antibiotiques. Ce qui inquiète aussi un certain nombre de médecins, c'est la résistance aux antiviraux et la résistance aux antifongiques. Ce phénomène d'adaptation et d'évolution qui est interne au vivant n'est pas assez compris dans la fabrication des médicaments et dans nos pratiques. Il nous faut comprendre, c'est ce que des médecins pourraient vous dire, notamment Luc Perrineau, le fonctionnement de notre écosystème et comprendre que ce n'est pas en essayant de mettre un produit chimique qu'on règle suffisamment le problème. On peut le régler dans X% des cas, il faut savoir comment le doser et on voit bien toute l'importance de l'expérimentation et d'un travail un peu plus approfondi entre les différentes disciplines. Juste pour poursuivre, par rapport à la résistance aux antibiotiques, donc là, on a évoqué la résistance aux antibiotiques prescrits aux humains, pour lesquels il y a des campagnes de santé publique largement diffusées. Mais finalement, ce que vous dites, c'est que c'est bien plus grave du côté de l'élevage et des produits vétérinaires. Moi, j'entends pas grand-chose de ce côté-là, et j'ai l'impression que sur le plan du profit et des profits, on va plutôt vers une augmentation de ces produits pour permettre d'élever en plus grand nombre. Et donc, comme pour beaucoup d'autres choses que vous avez évoquées, les décisions seraient politiques, mais très coûteuses probablement, et je ne suis pas sûre qu'elles soient prises. Alors, quelques chiffres. 70 tonnes d'antibiotiques sont utilisées en médicamentation humaine en France par an. 700, donc 10 fois plus, dans le domaine des animaux, pour une raison simple, c'est que de manière extrêmement importante, ils sont utilisés de manière préventive via l'alimentation.
Ça pose notamment un certain nombre de questions sur la façon dont ils sont prescrits et vendus. Vous savez notamment que ça pose une question sur la différence entre la prescription et la vente, puisqu'aujourd'hui les vétérinaires prescrivent et vendent, y compris ceux qui sont salariés d'une coopérative agricole. Donc on touche là un certain nombre de questions sociologiques, comme d'habitude, plus importantes. Le ministère de l'Agriculture a lancé un programme dans ce domaine l'année dernière. Ce qui pose question, c'est l'absence de travail entre les différents ministères, entre les professions. J'espère que dans 15 jours, même pas 15 jours, la semaine prochaine, vous avez la conférence nationale environnementale qui va être ouverte par le président de la République. Et l'un des axes, l'un des 4, c'est santé-environnement. Et dans cette question, on s'est battu, et la ministre, Madame Royal, qui viendra demain, se bat pour effectivement que soit mis en place un système interministériel de gestion d'une politique maîtrisée des antibiotiques. Mais vous touchez du doigt un point clé. On a droit... Oui, volontiers. Simplement une grande curiosité, parce que ce que vous venez de dire me soulève le problème d'une ferme comme la ferme des 1000 vaches. Qu'est-ce que ça devient ? Comment peut-on admettre la ferme des 1000 vaches quand on vient d'entendre ce qu'on a entendu ? 1800. Alors, encore une fois, moi, mon propos n'est surtout pas de juger, mais de faire en sorte qu'effectivement, comme l'a très bien dit Madame, des décisions politiques soient prises après débat entre l'ensemble des partis. L'un des sujets majeurs de notre monde actuel, c'est de nourrir l'ensemble de la population. Et donc se pose une question, peut-on produire de manière quantitative et propre ? C'est ça la question que vous posez derrière. Je pense effectivement au fond de moi, mais je ne suis pas compétent, que si on a eu des échecs aussi graves en termes sanitaires, puis en termes économiques dans l'élevage intensif de volailles, que reste-t-il de l'élevage intensif de volailles en Bretagne ? Tout simplement qu'on a été certes les pionniers, mais qu'on est battu parce que au Brésil, ce n'est pas des élevages de 10 000 poulets ou de 50 000 poulets, c'est des élevages de 100 000 poulets et de 500 000. Donc, il y a un non-sens, semble-t-il, en termes de santé, on l'a évoqué, mais peut-être aussi économique. C'est peut-être du court terme. Mais là, vous voyez que vous m'entraînez sur du jugement, ce que je ne souhaite pas. Et ce que je peux vous dire sur le projet lui-même, c'est que tout simplement, il a franchi toutes les étapes d'autorisation et d'études d'impact et que nous en sommes au stade de la réalisation. Mais vous savez, il y a d'autres cas en ce moment assez graves sur lesquels certains en arrivent à la violence pour pouvoir essayer de se faire entendre. Vous ne posez pas une question de santé et de biodiversité, vous posez une question de démocratie, Madame. Merci beaucoup. Si vous pouvez rester auprès de nous.